thermique. Donc, soit on va avoir des moteurs, des réfrigérateurs, enfin des machines à frigorifique de manière générale, et puis des pompes à chaleur. Donc 3 machines à maîtriser. Alors ici, on considère une turbine de centrale nucléaire. On nous dit que c'est une machine d'iterme. Et une tranche de centrale nucléaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle délivre au réseau une puissance, autrement dit, elle donne de l'énergie via un alternateur. Donc, la turbine donne d'abord de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique fait le tourner l'alternateur. L'alternateur produit l'énergie électrique. Okay. Donc, ma machine est un moteur. Un moteur d'iterme avec une source chaude, c'est la vapeur d'eau, donc sous pression à 300 degrés. Et la source froide, on nous dit un fleuve à 17 degrés. Donc un moteur d'iterme a besoin d'une source chaude, a besoin d'une source froide. Une seule source, c'est pas possible, d'après l'énoncé de Kelvin. Et le but, c'est de fabriquer du travail négatif. Alors attention aux appellations, hein, certains m'ont posé des questions en me disant, dans l'énoncé, on me dit le travail reçu, et puis après, en fait, il est négatif. Oui, c'est une appellation conventionnelle. W, Q1, Q2 sont les énergies reçues par la turbine. Et puis en fait, comme W est négatif, en fait, la turbine le donne à l'alternateur. Mais ça n'empêche pas que W, on l'appelle travail reçu par la turbine. Ok. Donc ça, je précise bien quand je fais un dessin que toutes les énergies sont comptées pour la turbine. Donc, énergie reçue, entre guillemets, par la turbine. Mais on ne met pas les guillemets, c'est comme ça. Et après, sur le dessin, je précise le sens réel. La source chaude donne de l'énergie thermique, donc ça rentre vers la turbine, c'est positif. Transforme une partie en travail négatif, récupérable, par l'alternateur en l'occurrence. Et on est obligé de perdre une partie de l'énergie, sous forme d'énergie thermique, donnée à la source froide. Donc, pour la turbine, ça sort, c'est négatif. Ça, c'est très important de bien préciser les signes, les sens et les signes de chaque grandeur. Monsieur? Oui. Justement, j'avais du mal avec les sens et les signes pour cet exercice-là. Comment on fait pour savoir? Alors, dans l'énoncé, on ne nous parle pas de moteur. On nous dit juste que c'est une machine d'iterme cyclique. Après, c'est de la culture. Une turbine, ça sert à faire quoi? Ça sert à produire l'énergie électrique, mais pas directement, via un alternateur. Donc, pour que l'énergie électrique sorte, bah, il faut d'abord faire tourner l'alternateur. Et un alternateur, c'est de l'énergie mécanique qui fait tourner. Donc cette machine va forcément produire de l'énergie mécanique. Donc c'est un moteur. Ensuite, il faut bien une source d'énergie. La source d'énergie, c'est la source froide, c'est la source chaude, pardon. Si tu es dans ta centrale, en l'occurrence c'est une centrale nucléaire, la fission sert à chauffer l'eau, et une fois que tu as cette vapeur d'eau chaude, c'est ta source d'énergie, donc de laquelle on va extraire de l'énergie et la convertir en partie seulement en travail. Et c'est vrai que ça demande un petit peu de culture générale, quoi. D'accord. Après, faut lire le texte, hein, une tranche qui délivre au réseau, donc qui donne. Alors après, il faut comprendre que c'est d'abord de l'énergie mécanique, puis de l'énergie électrique. Ok. Alors une fois qu'on a fait ce schéma, donc ce qui est la partie vraiment très importante, si vous n'arrivez pas à faire le schéma, vous n'arriverez pas à définir l'efficacité, etc. Donc, on calcule le rendement, puisque c'est un moteur. Donc là, vous avez le mot rendement qui peut vous donner une indication aussi. On ne parle de rendement que pour un moteur. Les autres machines, on parle d'efficacité, mais pas de rendement. Donc c'est forcément un moteur. Alors on nous demande le rendement maximal, donc il faut que ça fonctionne de manière réversible. Donc on écrit les deux principes. Donc dans la turbine, alors on va dire delta U turbine, c'est la somme des énergies reçues, et comme ça fonctionne de manière cyclique, c'est 0. Deuxième principe,
delta S, turbine, CS échange 1 avec la source froide, plus S échange 2 avec la source chaude, plus S création, et comme c'est un cycle, c'est 0. Et comme on veut une machine réversible, S création est nulle, donc la somme des S échanges est nulle. Un S échange, ça se calcule avec la formule intégrale de delta Q sur T extérieur. Donc S échange 1, intégrale de delta Q sur delta Q1 sur T1. Et puis S échange 2, intégrale de delta Q2 sur T2. Ce sont des vraies sources, leur température ne varie pas, donc on peut sortir la température de l'intégrale. L'intégrale de delta Q1 divisé par T1, intégrale de delta Q1 c'est Q1. Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Autrement dit, on a ce qu'on appelle l'égalité de Clausius pour une machine réversible. Donc on commence toujours par ça, le dessin, puis le premier principe, le deuxième principe. Alors on n'a plus qu'à définir notre rendement. Donc pour ça, il suffit de regarder le dessin. Le rendement, vous le définissez comment? Allez-y. L'énergie utile sur l'énergie dépensée. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui m'intéresse? L'énergie utile. Q2. J'ai pas entendu. Q2. Ah non. Ah. La machine, elle ne sert pas à extraire Q2, elle sert... Fermez votre micro. Elle sert à fabriquer du travail. Et donc après, fabriquer du travail électrique. Donc si on veut, dans l'énergie utile, c'est l'énergie qu'il faudrait maximiser. Bah, vous voulez récupérer un maximum de travail électrique, donc un maximum de travail mécanique. Donc c'est W mécanique. Alors, sauf comme il est négatif, ce sera moins W mécanique. D'accord? Le but de la machine, c'est pas de refroidir la source chaude. Le but, c'est de fabriquer du travail et de faire tourner l'alternateur. Donc énergie utile ou énergie recherchée, si vous voulez. Énergie recherchée qu'on veut maximiser. Sur énergie payée, dépensée, eh ben, il faut chauffer la vapeur d'eau, ça se fait pas tout seul d'obtenir de l'eau à 37 degrés. Alors que ça se fait tout seul d'avoir un fleuve froid qu'on réchauffe. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie. Donc c'est moins W sur Q2. Donc l'énergie recherchée, moins W, sur l'énergie dépensée, payée, Q2. D'accord? Donc là, c'est toujours la même définition pour un moteur. Le moteur, le but, c'est de fabriquer du travail. Et comme il est négatif, moins W. Bon, après, le calcul est tout le temps le même. On remplace le moins W avec le premier principe. Moins W, c'est Q1 plus Q2. Donc, on obtient Q1 plus Q2 sur Q2. On peut simplifier la fraction. Donc, 1 plus Q1 sur Q2. Et ensuite, à partir de l'égalité de Clausius, Q1 sur Q2, c'est moins T1 sur T2. Et on retrouve ce qu'on appelle le rendement de Carnot, 1 moins T froid sur T chaud. Donc attention, les températures en Kelvin. Donc 300 plus 273 pour T2, et puis 17 plus 273 pour T1. Et voilà le rendement de votre machine réversible, donc votre rendement maximal. Est-ce que là-dedans, il y a encore des soucis? Donc le résultat, vous êtes censé le connaître, 1 moins T froid sur T chaud. Donc si vous ne retrouvez pas ça, c'est que vous avez mal défini votre rendement de moteur. Alors en fait, le rendement réel est toujours plus petit que le rendement maximal. Donc ici, on me dit que c'est non pas la moitié, mais 0,65. Donc 0,65 fois ce que je viens de calculer, donc ça me fait du 32%,
qui correspond, d'après ce que ma culture générale, au rendement classique d'un moteur d'ITERM, de l'ordre de 30 à 40%. Donc, ce que je veux, c'est du coup la puissance calorifique reçue par le fleuve. Et donc, on nous propose de raisonner sur une durée delta T. Alors, ce qu'on a le droit d'écrire. Donc, le rendement est toujours défini de la même manière, donc on connaît le rapport moins W sur Q2. Par ailleurs, la machine est cyclique, donc le premier principe, W plus Q1 plus Q2 égale 0, ça marche toujours. Et par contre, le deuxième principe s'écrit pas de la même manière, parce que la machine est irréversible, la machine réelle, donc S création est positive, donc S échange est négatif. Donc on a l'inégalité Clausius maintenant, et pas d'égalité. Du coup, ça, c'est plus intéressant, en fait. On peut plus, parce que on sait que c'est négatif, mais on sait pas de combien. Donc on regarde ce qu'on a le droit d'écrire. On a le droit d'utiliser le premier principe. Et on cherche l'énergie reçue par le fleuve. L'énergie reçue par le fleuve, c'est Q1. Donc on cherche Q1. Allons-y, on cherche Q1, qui vaut moins W moins Q2. Et puis on a la relation entre moins W et Q2 qui est là. Donc Q2, c'est moins W sur R. Factoriser tout ça par W. Et ça me fait moins W, 1 moins 1 sur R. Monsieur? Oui. Pourquoi on peut dire que l'égalité de Clausius, elle est plus vraie car S création est différente de 0? Pourquoi on peut dire ça? Parce que la machine réelle, pourquoi elle a un rendement plus petit que le rendement maximal? Parce qu'elle est irréversible. Parce qu'il y a des détentes brutales, des compressions brutales. Okay. Donc la S création est forcément positif. Et donc le S échange est forcément négatif. Ok, ça marche. Donc le premier principe, la définition du rendement, et voilà, on a Q1 en fonction de W. Alors, on nous dit que la puissance, c'est 1 gigawatt pour la même machine, pour la tranche de centrale nucléaire, et le travail, du coup, est lié à la puissance fois la durée. Puissance, c'est une puissance moyenne, en fait, c'est le travail sur la durée. Donc le travail, c'est la puissance fois la durée. Donc ça, c'est 1 gigawatt. Et du coup, la puissance thermique, c'est défini comment? C'est l'énergie thermique sur la durée. Donc on prend l'expression précédente, on divise par delta T. Et on en déduit que le fleuve reçoit l'énergie, reçoit une puissance thermique positive de 2,12 gigawatts. Donc pour 1 gigawatt fourni au réseau, on donne 2,12 gigawatts au fleuve. Et donc évidemment, on consomme 3,12 gigawatts de la part de la vapeur. Donc on fabrique 1 gigawatt pour 3,12 investis, 1 sur 3,12. Vous allez retrouver le 0,321. Je vous l'écris peut-être. Donc la puissance P2 va valoir 3,12 gigawatts. Donc ça, c'est la puissance fournie par la vapeur. Et le rendement, qu'on a défini comme moins W sur Q2, on peut aussi le définir comme moins la puissance mécanique sur la puissance P2. Donc moins la puissance mécanique, c'est 1 gigawatt. Et puis la puissance thermique, c'est 3,12. Et vous retrouvez normalement 0,321, vous pouvez vérifier.
bah, ça fait à peu près un tiers, ça fait à peu près 0,33, oui c'est ça, et comme c'est un peu plus que 3, ça fait un peu moins que 0,33, oui c'est cohérent. Donc c'est pour vérifier que mon résultat est cohérent. Donc pour 1 gigawatt fourni, 2,12 partent au fleuve et 3,12 donc arrivent de la vapeur. Alors la dernière question est un tout petit peu technique. On va raisonner toujours sur delta T. Durant delta T, il va circuler de l'eau dans le fleuve. On a le débit du fleuve. Alors le débit, c'est en mètres cubes par seconde. Donc si je multiplie par delta T en secondes, ça fait des mètres cubes. Donc ça me fait un volume qui circule. Pour avoir une masse, je multiplie par une masse volumique en kilogrammes par mètre cube et j'obtiens la masse d'eau qui circule. Et donc, à cette masse d'eau, on apporte de l'énergie thermique. Et du coup, elle va monter en température. Alors, selon quelle formule? Eh bien, on va appliquer le premier principe. Delta U de l'eau, c'est l'opposé de Q1. Et delta U de l'eau, c'est l'intégrale de mc de l'eau dt. Donc, m, c'est de l'eau delta T. Alors, Q1, c'était négatif, donc moins Q1, c'est positif. Et c'est la puissance thermique fois delta T. Et je remplace ici la masse par ce que j'ai écrit ici, d delta T mu de l'eau. Et je vais en déduire delta T, l'élévation de température du fleuve. Donc 2,12 gigawatts, 9, D 500 mètres cubes par seconde, mu de l'eau 1000 kg par mètre cube, et C de l'eau 4,18, 10 puissance 3, que c'est des kilojoules. Tout calcul fait, j'obtiens 1 Kelvin à peu près. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Donc un fleuve de 500 mètres cubes par seconde, c'est un fleuve qui a quand même un gros débit. Hein. Alors l'élévation de température est limitée à 1 degré. Autrement dit, l'effet sur l'environnement est limité. Ça paraît raisonnable. On aurait trouvé 10 degrés, l'eau du fleuve serait passée à 27. À 27, vous perturbez notablement l'écosystème. Avec 1 degré d'élévation, on peut penser que ça ne va pas trop perturber l'écosystème. Le problème, c'est si le débit chute. Si le débit chute, évidemment, le delta T augmente. Et donc, on peut arriver éventuellement à un moment où si la centrale continue à fonctionner, le delta T va être trop grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrête la centrale. S'il n'y a pas assez de débit dans le fleuve, on est obligé d'arrêter la centrale. Ok. S'il n'y a pas de questions, je passe au suivant. Alors, un réfrigérateur, de manière générale, une machine frigorifique. Donc ça pourrait être aussi bien un climatiseur, un congélateur. Toutes ces machines fonctionnent sur le même principe. Donc le réfrigérateur utilise comme source chaud de l'atmosphère à température constante, donc ça c'est une source. Et comme source froide, eh bien le compartiment à refroidir évidemment. Et on nous dit que sa température initialement est à 300 Kelvin et qu'elle passe à 275. Ah, ça c'est un système de température variable, donc c'est pas une source, c'est une pseudo-source.
Et évidemment, ça ne c'est pas tout seul, il faut apporter l'énergie, en l'occurrence de l'énergie mécanique qui vient d'un compresseur. On pourrait rajouter sur le dessin, le compresseur étant lui-même alimenté par un travail électrique. Voilà, le système, c'est le fluide réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur, donc qui extrait de l'énergie thermique du compartiment froid, ce qui va permettre de refroidir, donc Q1 positif. Grâce à un travail apporté par le compresseur, c'est une machine réceptrice, c'est l'inverse d'un moteur, ça consomme de l'énergie, il faut le brancher, sinon ça ne marche pas. Et cette énergie, il faut bien qu'elle sorte, elle est donnée à l'atmosphère. D'accord, donc grâce à l'apport d'un travail, on inverse le sens thermique spontané, le froid donne au chaud, alors que normalement c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse du transfert thermique spontané, réalisé grâce à un petit apport de travail, le plus petit possible. Donc je précise bien que les trois énergies sont comptées de la part du fluide. Donc, on dit que ce sont les énergies reçues par le fluide. On peut préciser conventionnellement reçues. Et je dessine les flèches dans le sens réel. Donc, sachant que je vous ai dit que dans certains livres, en fait, les flèches sont dessinées vers le système, sans tenir compte du sens réel. Donc, ne soyez pas perturbés. Il y en a qui mettent Q2 vers le système en mettant Q2 négatif. Ben, du coup, on ne comprend plus rien. Donc, moi, je préfère mettre le sens réel, mais je précise bien, du coup, puisque tout le monde ne fait pas comme ça, les flèches seront dessinées dans le sens réel. Est-ce que le dessin est clair? Oui. Ok. Alors après, on me demande une expression de delta Q1 lorsque la température du compartiment varie de dt1. Donc visiblement, ce qui m'intéresse, c'est le compartiment. Donc je vais appliquer le premier principe au compartiment. Bon, voilà. Donc le premier principe au compartiment, tel que sa température varie de dt1. Donc j'écris du, du du compartiment, égale delta Q reçu par le compartiment. Et ce que reçoit le compartiment, bah, c'est l'opposé de ce que reçoit le fluide. Le compartiment, en fait, il a un delta Q négatif, et le fluide reçoit delta Q1 positif. Donc si on change de point de vue, on change évidemment de signe. D'accord, delta Q reçu par l'un, c'est moins delta Q reçu par l'autre système. Alors le compartiment me donne sa capacité thermique. Je regarde l'unité, c'est en kilojoules par Kelvin. Donc si je multiplie par des Kelvin, ça y est, j'ai des joules. Autrement dit, j'ai pas besoin de mettre une masse, c'est pas une capacité massique, c'est la capacité du système. Donc DU, c'est non pas MCDT, mais CDT, tout simplement. Je précise CDT1. Et donc, voilà delta Q1. Delta Q1 égale moins CDT1. Je vérifie que c'est cohérent. Durant la transformation, T1 va diminuer, le compartiment se refroidit, donc dt1 est négatif, négatif par moins C, positif, delta Q1 est positif, il est effectivement reçu par le fluide réfrigérant. Le fluide est positif et dt1 est négatif. Donc j'ai bien besoin d'un signe moins entre les deux. C'est cohérent. Et donc je peux calculer Q1. Il suffit d'intégrer delta Q1 entre l'état initial et l'état final, donc entre T1I et T1F. T1F est plus petit que T1I, attention, donc l'écart est négatif, négatif par négatif, Q1 est positif. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, dès qu'on a une pseudo-source, eh bien on s'intéresse à la pseudo-source. On écrit le premier principe à la pseudo-source, en plus de premier principe du système et deuxième principe du système fluide réfrigérant. Donc c'est une relation supplémentaire dont on a besoin. On va dire c'est le premier principe appliqué à la pseudo-source.
Et puis je vais peut-être vous laisser chercher un peu la suite. Maintenant que vous avez le dessin. Delta Q1. Alors ceux qui auraient tout fait, qui s'ennuieraient, bah, faites le 6 pendant ce temps-là. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et puis sinon, bah, je vous laisse un petit peu de temps pour les questions B, C, D.
Alors ici, on nous guide, hein, on nous dit le premier principe. Appliqué au fluide réfrigérant, donc la somme des énergies égale delta U, et comme il subit des cycles, ça fait 0. Ensuite, le deuxième principe. S échange 1 plus S échange 2 plus S création égale 0 parce que c'est cyclique. Et je peux préciser ici, on précise que les cycles sont supposés réversibles, donc S création est nulle. Donc S échange 1 plus S échange 2 égale 0, autrement dit, égalité de Clausius. Sauf que, après ça se complique un peu. Pourquoi? Parce que T1 n'est pas constante. T1 varie de T1i à T1f, alors que T2 est constante. Donc celui-là, on peut sortir T2 de l'intégrale, et intégrer delta Q2, ben Q2, donc Q2 sur T2, alors que là, on ne peut pas, parce que T1 est variable. Donc c'est là où on va remplacer, delta Q1, c'est moins C dt1. Et là, ça devient une intégrale calculable. dt1 sur T1, ben c'est dx sur x. Donc primitive ln, donc ln de T1f moins ln de T1i, donc ln de T1f sur T1i. Donc moins C ln de T1f sur T1i, plus Q2 sur T2 égale 0. Donc Q2 égale T2 fois plus C log de T1f sur T1i. Vérifions, T1f est plus petit que T1i, le log est donc négatif, Q2 est négatif, regardez votre dessin, Q2 est négatif, et donné à l'atmosphère. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé dans les signes. Vérifions que c'est homogène aussi, ça n'a pas d'unité. T c'est en kilojoules par Kelvin, fois des Kelvin, ça fait des kilojoules. Kilojoules, c'est bon, c'est bien une énergie. Donc l'unité, le signe, vous vérifiez ça déjà, vous enlevez pas mal d'erreurs. Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc c'est l'égalité de Clausius, mais avec une subtilité, c'est pas Q1 sur T1, parce que T1 varie. Donc il y a quelque chose à intégrer entre les deux bornes. Bon, on a fait le plus dur. Maintenant, en déduire le travail, bah, c'est le premier principe. W plus Q1 plus Q2 égale 0, donc W c'est moins Q1 moins Q2. Q1, on l'a calculé au petit a, Q2, le voilà. On rassemble les deux, alors c'est moins Q1 moins Q2, attention. Et on fait les applications numériques. Alors Q1, je le trouvais positif, plus 500 kJ, c'est l'énergie qui vient de la source froide, reçue effectivement par le fluide réfrigérant. W est positif, c'est une machine réceptrice, c'est normal, ça consomme de l'énergie mécanique. Et ça envoie les deux, 522, donc moins 522 à l'atmosphère. Donc on a bien la somme des trois qui vaut 0. Vérifiez ça, vérifiez chaque signe, et ainsi vous avez la cohérence du résultat. Alors on vous demande l'efficacité. Allez-y, quelqu'un me propose une formule et un résultat numérique? Donc pour ça, on peut regarder le schéma. Hein. Je reviens sur le schéma. D'après le schéma, que vaut l'efficacité de la machine? Ça va être égal à moins Q1 sur W. Alors pourquoi moins Q1 sur W? Q1 est positif, W est positif. Oui. Donc Q1 sur W. Voilà, Q1 sur W. L'énergie qui m'intéresse, c'est de refroidir le mieux possible mon compartiment. Q1. Sur l'énergie que je dépense, c'est l'énergie dépensée par le compresseur, le travail électrique, qui devient du travail mécanique au niveau du compresseur. Donc Q1 sur W. Ouais, c'est ça. Donc 500 sur 22. Hop, pardon, j'étais un peu. Donc 500 sur 22, c'est-à-dire 23. Donc 2300%. Ce n'est pas un rendement, c'est une efficacité. C'est plus grand que 1. On récupère 20,
on extrait 23 fois plus d'énergie qu'on investit, qu'on dépense. Donc la source chaude, elle récupère moins 522. Enfin, on lui donne moins 522, donc on peut dire qu'elle récupère 522. L'énergie reçue par l'atmosphère. Et puis après, ça ressemble un petit peu à l'exercice 4. En fait, on vous donne l'efficacité réelle. Donc, c'est moins que l'efficacité maximale. Pourquoi? Parce que la machine est irréversible. L'efficacité maximale est obtenue lorsque c'est réversible. L'efficacité réelle est toujours plus petite. Donc, ici, on l'estime à 75%. Donc, ça fait encore 17 quand même. Alors, l'efficacité, c'est toujours Q1 sur W. Et donc, au lieu de valeur 23, ça vaut 17. Q1, c'est l'énergie qu'il faut extraire pour refroidir le compartiment. Il faut toujours la même Q1, sinon votre compartiment ne va pas se refroidir autant. Donc Q1 est fixé, et le rapport Q1 sur W égale 17, donc vous en déduisez W. Il faut extraire 500 kJ, sinon ça ne va pas se refroidir autant. Et donc vous en déduisez le nouveau W, W réel, avec la formule W, c'est Q1 sur R, sur E, pardon. Donc 500 sur 17, 29. Au lieu de consommer 22, vous consommerez plus. Pourquoi? Parce que les compressions vont être brutales, et une compression brutale, ça consomme plus d'énergie qu'une compression réversible. Une question classique, quelle est la durée de la transformation? Donc en général, vous avez alors la puissance du compresseur. Alors, voyons la formule de la puissance. La puissance, c'est le travail élémentaire sur une durée élémentaire. Et lorsqu'on est à puissance constante, ça fait le travail global sur la durée globale. Le travail global, 29 kJ. Et donc, vous en déduisez delta T, W sur la puissance. Donc 29 kJ sur 100 watts. Et voilà, vous avez la durée de la transformation. Ça fait à peine 5 minutes. Ça marche bien. Pour descendre de, on a dit, 25 degrés, 25 Kelvin, donc 25 degrés. Donc, pourquoi l'efficacité réelle est plus petite que l'efficacité maximale? C'est parce que la machine est irréversible. Pourquoi elle est irréversible? Il y a plusieurs causes. Les compressions sont brutales, les détentes sont brutales dans le cycle. Et puis, il y a des transferts thermiques entre des systèmes de températures différentes, donc des transferts thermiques irréversibles. Toutes ces causes d'irréversibilité font chuter l'efficacité. Eh ben, on va voir si vous avez compris, vous faites le 6. Si vous avez compris, en 10 minutes, c'est bouclé. Un quart d'heure, maxi. On a droit à un quart d'heure. Donc, commencez par faire un dessin avec le sens. Écrivez les principes. Regardez si ce sont des sources ou des pseudo-sources. S'il y a pseudo-source, il y a une relation supplémentaire à écrire. Et je vous laisse chercher un peu.
Alors, on va regarder le schéma de fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc, une pompe à chaleur, en fait, fonctionne selon le même principe qu'un réfrigérateur, mais les compartiments sont différents. Donc, elle est alimentée par un compresseur, lui-même alimenté par un travail électrique. Le compresseur fabrique du travail mécanique qu'il donne à la pompe à chaleur. Donc, si on met juste PAC, parfois, ou éventuellement, on peut préciser, c'est le fluide qui circule dans la PAC. Ce fluide, en fait, c'est le même que celui dans un frigo. On pourrait l'appeler le fluide frigorigène. Seulement, comme le but, c'est de faire du chaud, c'est un peu bizarre de l'appeler frigorigène, mais c'est le même fluide, fondamentalement. Le but, c'est de chauffer l'eau, donc de donner de l'énergie thermique à l'eau, qui est donc va devenir chaude, qui va devenir du coup qui est la pseudo-source chaude. Pseudo-source parce que sa température est variable. Et on va extraire de l'énergie thermique de la part de la source froide. On va pomper de l'énergie à la source froide pour la donner à la source chaude, qui est ici l'air extérieur. Donc, on appelle ça une pompe à chaleur air-eau. On extrait l'énergie de l'air pour la donner à l'eau. Donc toujours avec les mêmes précautions, W, Q1, Q2 sont les énergies reçues par le fluide de la PAC, mais je dessine les flèches dans le sens réel, pour que ce soit plus clair. Je précise les sens, W et Q2 sont effectivement reçus, positifs, Q1 est effectivement donné, donc négatif. Ça va ça ? D'accord, donc on inverse le sens spontané, le froid donne au chaud. Ensuite, ça se traite exactement de la même manière pour toutes les machines thermiques. Premier principe, appliqué au système. Donc ici, le système qui m'intéresse, c'est le fluide PAC. La somme des énergies reçues égale 0 parce que le fluide subit des transformations cycliques. Ensuite, le deuxième principe, S échange 1 plus S échange 2 plus S création égale 0. On précise, pour me simplifier la vie, que la machine est réversible, donc le S création est nul. Donc l'intégrale delta Q1 sur T1 plus delta Q2 sur T2 égale 0. Et ensuite, on fait attention à ce qui est constant ou pas. T2, la source froide, est à température constante. Donc celle-là
les constantes, on va sortir l'intégrale. Et celle-là, T1, est une température variable qu'on ne peut pas sortir de cette intégrale. Donc pour l'instant, on a intégrale de delta Q1 avec T1 variable, plus Q2 sur T2, puisque là, T2 par contre pouvait être sorti de l'intégrale, égale 0. Donc une égalité Clausius, mais ici avec une intégrale non calculable directement pour l'instant. Donc il faut exprimer delta Q1 si on veut pouvoir aller. Delta Q1, on voit que c'est l'énergie qui est donnée là, qui est reçue de la part de du fluide, mais du coup en fait donnée à la source chaude. Donc on s'intéresse à la pseudo-source chaude. Donc on applique le premier principe à la pseudo-source chaude. Lorsque elle reçoit, en l'occurrence moins delta Q1, sa température augmente de dt1. Donc du de l'eau, égale mc dt, ça c'est une propriété d'un système de l'eau liquide, on connaît la formule. En regardant bien l'unité, on me donne ici le C massique, donc j'ai besoin de la masse. Masse fois C massique fois dt. Kelvin, joule par Kelvin par kilo, ça me fait bien une énergie. Et premier principe, égale delta Q reçu par l'eau plus delta W reçu par l'eau. L'eau, elle ne reçoit que de l'énergie thermique, donc delta Q de l'eau. Et delta Q de l'eau, c'est l'opposé de ce que reçoit le fluide, donc c'est moins delta Q1. Et voilà, on a delta Q1. Delta Q1, c'est moins M1, c'est dt1. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé de signe, parce que c'est très facile de se tromper là. Donc l'eau s'échauffe, dt est positif. Delta Q1 est négatif, donc il y a un signe moins, c'est cohérent. Négatif, et à droite, négatif. Vous voyez que les calculs, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Une fois qu'on a compris pour une machine, qu'est-ce qu'on fait? On reporte ce delta Q1 là-dedans, on pourra trouver Q2. En intégrant ça, on a Q1, et puis une fois qu'on a Q1 et Q2, on a W avec le premier principe. Donc allons-y, on prend la formule 3, on l'intègre entre l'état initial et l'état final, donc T1I, T1F, et on a Q1, moins MC, T1F moins T1I. Donc ça c'est positif, ça c'est négatif, c'est bien négatif, c'est négatif, ça sort du fluide et ça va vers l'eau, c'est logique. Donc attention, c'est des mégajoules, des puissance 6 joules. Avec l'équation 2, donc l'égalité de Clausius, on va extraire Q2, qui vaut moins T2 l'intégrale de delta Q1 sur T1. Delta Q1, on remplace parce qu'on vient de trouver ici, là, moins MC dt. Et on reconnaît un dx sur x primitive ln. Et voilà Q2, qui est positif, donc effectivement reçu par le fluide, donné gratuitement par l'air extérieur. Le premier principe permet de trouver W. Positif, effectivement reçu par le fluide. La somme des 3 doit faire 0, vérifions, 1 plus 5, moins 5, ok, il n'y a pas de problème. Donc les signes sont bons, la somme des 3 vaut 0. Vérifiez vos équations. Alors, qu'est-ce qui me donne l'efficacité thermique? Donc on l'appelle l'efficacité thermique parce que ça permet de chauffer. Alors, comment définir l'efficacité thermique? Il faut reprendre le dessin.
juste en regardant ce dessin, que vaut l'efficacité de la machine. Qu'est-ce qui m'intéresse? Oui. C'est Q2 sur W. Alors, Q2 sur W. Q2, ça t'intéresse? Non, Q1 plutôt. Q2 m'intéresse pas. Alors, il m'intéresse pas. Si, évidemment, ça m'intéresse de récupérer de l'énergie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de chauffer l'eau. Énergie recherchée, on va dire, hein, sur énergie dépensée. Énergie qu'on cherche à maximiser sur énergie dépensée. Donc, effectivement, c'est Q1 sur W. C'est Q1 sur W. Moins Q1 sur W, attention, Q1 est négatif. Donc, pour avoir une efficacité positive, c'est moins Q1 sur W. Voilà. Donc, ce que je veux maximiser, moins Q1 sur ce que je dépense W. Ce qui nous fait du 12,5. Donc, c'est plus grand que 1, c'est une efficacité d'une pompe à chaleur. On attend quelque chose de plus grand que 1. C'est normal. C'est pour ça qu'on l'appelle efficacité et pas rendement. Bon, vous savez que réellement, vous n'obtiendrez pas 12,5, vous obtiendrez moins. Est-ce que vous obtiendrez 50%, 65%? Ça faudra faire. En fait, il faut mettre en route la machine et puis faire les mesures. C'est pas facile. On ne peut pas le prévoir comme ça. Bon, si on arrive à 6, c'est pas mal, déjà la moitié. Et donc, quand un vendeur de pompe à chaleur vous propose une pompe à chaleur, il vous dit le COP sera de 6, le COP, le coefficient de performance. C'est un autre nom pour efficacité. Voilà. Donc, le COP dépend de quoi? Alors, on avait vu dans le cours que c'était T chaud sur delta T, pour une machine réversible entre deux sources. Donc, T chaud sur T chaud moins T froid. Donc, ça dépend de l'écart, T chaud moins T froid. Donc évidemment, quand la température de l'air extérieur diminue, l'efficacité diminue, donc le COP diminue, autrement dit. Pour apporter toujours la même énergie à l'eau, il va falloir compenser, il va falloir augmenter le travail. Monsieur? Oui. J'ai recherché la valeur du travail et personnellement, je trouve 5,2 mégajoules en fait, avec la même formule. Alors, est-ce que tu as bien mis toutes les températures en Kelvin? Oui, elles sont données en Kelvin. Elles sont données en Kelvin. C'est bien en kilogrammes qu'il faut avoir. Elles étaient déjà données en Kelvin, exact. Alors, est-ce que tu as bien mis C418 10 puissance 3? Ouais. Oui. Vérifie tes calculs parce que moi, je suis sûr des miens. Alors, est-ce que tu n'as pas, je sais pas, inversé T1F, T1I, T1F, T1F 323, T1I 293. Il me semble pas pourtant. J'ai pas compris. Il me semble pas. Et je suis en train de vérifier. Ah si, c'est bon. Une petite valeur. D'accord. Ok, bon, je vais vous envoyer tous les corrigés. Je vous envoie aussi le corrigé du DL. Et je pense demain faire plutôt du cours d'orga pour pas saturer en TD. Et puis on se refera une petite séance de TD avec l'exercice 7 notamment. Donc l'exercice 7, vous pouvez commencer à le préparer. Peut-être que la semaine prochaine pour étaler un petit peu, parce que j'ai peur que là ça sature un peu. Voilà, donc comme ça, demain et après-demain, on se fait de l'orga, a priori. Sauf si vous avez des demandes particulières. Et puis on fera une petite séance de TD de thermodynamique la semaine prochaine. Ça marche comme ça? Oui, ça va. Ok. Alors bonne soirée, à demain. Et je vous envoie tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée. Au revoir.